Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle saison d'informations locales sur TV Fil 78 7-8, le journal du lundi au vendredi, première édition en direct. Et voici les titres de ce 1er septembre. Après une dernière déclaration à la tribune lors de l'université d'été du PS ce week-end, Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation, a décidé de garder le silence. Il va cependant siéger dans une semaine à l'Assemblée, un poste de député de la 11e circonscription des Yvelines, occupé jusque-là par son suppléant Jean-Philippe Mallet. Ce dernier est l'invité du journal. Ils sont près de 500 nouveaux professeurs des écoles stagiaires dans le département à se préparer pour le premier jour de classe demain mardi. Parmi eux, Emmanuelle Delorgne. Nous étions avec elle aujourd'hui dans l'établissement Marie-Noël à Montigny-le-Bretonneux. Réforme territoriale, projet d'une nouvelle agglomération allant jusqu'en Essonne. Quel avenir pour le département des Yvelines? Pierre Bédier, président du Conseil général des Yvelines, réagit. Son interview à suivre tout à l'heure. L'actualité, aujourd'hui, 1er septembre, c'est aussi cet homme qui, durant près de 30 ans, a exercé la profession d'architecte sans jamais en avoir eu le diplôme. Philippe Leblanc comparaissait devant la justice ce matin. Le tribunal correctionnel de Versailles a rendu son jugement. 2 ans de prison assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les parties civiles au nom du préjudice moral. L'homme de 60 ans a perçu 926 000 € de montant d'honoraires sur les 4 dernières années. Parmi ses réalisations, situées principalement sur la région de Mantes-la-Jolie, une polyclinique. On écoute les réactions des avocats à l'issue du jugement au micro de Yolène Thorez et de William L. C'est vrai que je suis surpris en ce qui concerne les souscripteurs qui n'aient pas vu leurs honoraires payés à Leblanc remboursés. Parce qu'à mon sens, le préjudice de l'escroquerie, c'est les honoraires versés indûment et qui ont été déterminés par la fausse qualité. Ce que j'observe simplement, c'est que sur les préjudices matériels, le tribunal n'a pas fait droit aux demandes des parties civiles. Et ça confirme ce que nous avons toujours soutenu, c'est-à-dire que M. Leblanc, certes construisait sans avoir officiellement le diplôme, mais il construisait bien. Je reçois pour ce premier journal de cette nouvelle saison sur TV Fil 78 Jean-Philippe Mallet. Bonsoir. Bonsoir. Député de la 11e circonscription des Yvelines, en tout cas jusqu'au 9 septembre, date d'ouverture de la nouvelle session parlementaire. En tant que suppléant, vous allez donc laisser votre place à Benoît Hamon, qui a quitté le gouvernement, après avoir été notamment, vous le savez, ministre de l'Éducation. Tout d'abord sur ce départ, vous qui partagez les idées de Benoît Hamon, plutôt à gauche de la gauche, comment vous avez réagi à l'annonce de cette démission du gouvernement en Valls et au départ de Benoît Hamon? Écoutez, d'abord, je serai député tout le mois de septembre pratiquement, donc jusqu'au 26 ou 27 se mettent en septembre. place. Oui, voilà, tout à fait. Il y a une transition à faire. Écoutez, sur le départ de Benoît Hamon, Benoît Hamon a choisi de quitter le gouvernement sur une raison de fond. C'est un peu, je dirais, l'apanage des hommes d'État lorsqu'ils ne sont plus en accord avec une ligne politique proposée par le gouvernement auquel ils appartiennent, de partir. Et vous partagez Charles de Gaulle l'a fait dans le passé. Il n'a pas hésité à partir. Jean-Pierre Chevènement. Et là, Benoît Hamon a fait ce choix-là. C'est un choix noble, un choix de courage quand on n'est plus d'accord, sans le crier trop fort, mais on le dit et on affirme sa position. Alors, bien sûr que je partage. Sur cette position, vous partagez? Bien sûr que je partage cette décision. Je la comprends. Il y a des divergences qui sont nobles, qui ne sont pas des petites questions, qui traversent, je vais dire, toute la gauche. Vous me direz, c'est peut-être pas le moment, alors que la gauche est aux responsabilités et qu'il y a un débat public, mais la question, le vrai problème, c'est que ces questions n'ont pas été tranchées avant que nous arrivions aux responsabilités. Ceci dit, aujourd'hui, le choix a été pris par le président, par François Hollande. L'aile gauche du PS, on va dire, est plutôt mise de côté, on mise sur autre chose. Mais moi, je ne raisonne pas en termes de aile gauche ou pas aile gauche. Ce sont des notions qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'État, le niveau de service public, de protection sociale, ce qui fait profondément l'armature de la France, ou alors aller vers une culture plus libérale à l'anglo-saxonne. Je mets le débat et je pose le débat en ces termes. Être plus ou moins à gauche est une posture, ou à droite, qui est simplificatrice, caricaturale,
et qui, je crois, n'intéresse pas beaucoup les Français. Il y a bien des Français. sensibilités, ceci Bien dit. sûr, et ceci bien dit, sûr. lorsqu'on est électeur, si on vote Bien à gauche, sûr. on veut savoir quel programme sera mis en application. Est-ce Tout à que c'est fait. un programme social-libéral, un programme... Et alors, je vous pose la question. On va inverser les rôles pour cette nouvelle Est-ce que la saison. politique menée aujourd'hui par François Hollande est celle qui l'a annoncée avant les élections présidentielles? En tout cas, c'est pas le sentiment que vous en avez. Non. Vous avez le sentiment d'être trahi en tant que socialiste aussi? Trahi, c'est beaucoup dire. En tous les cas, la musique que nous entendons de la part de l'exécutif aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle que nous a proposée le président François Hollande. Je m'enorgueillis de ne pas avoir voté, d'avoir fait partie de la minorité de députés socialistes qui, début octobre 2012, n'a pas voté le traité budgétaire européen, qui normalement aurait dû être la mère de toutes les batailles. Benoît Hamon a décidé de garder le silence après l'université d'été de La Rochelle qui vient de se terminer. Il a tout de même déclaré ce week-end que la gauche n'a pas exploité suffisamment toutes les marges de manœuvre pour réduire les inégalités. Il doit s'inscrire dans quel courant justement? Il doit, s'il y a vote de confiance, voter la confiance au nouveau gouvernement? Est-ce qu'il doit marquer sa différence, rassembler les opposants? Écoutez, il va faire entendre sa différence, il a des choses à dire. C'est ce que vous souhaitez, vous, en tout cas? Ah oui, tout à fait. Alors, sans être discourtois, désobligeant et trop critique, finalement, vis-à-vis de l'exécutif. Mais vous savez, sur les 50 milliards, par exemple, de réduction de la dépense publique qui sont prévus, programmés dans les 3 prochains exercices budgétaires, c'est un débat qui agite, y compris les meilleurs économistes au meilleur niveau, sur les vertus ou les vices d'une telle mesure. Donc, chacun s'interroge. Il peut y avoir des effets déflationnistes, attention, à la contraction de la dépense publique. L'investissement public, et en particulier l'investissement public dans les collectivités locales, c'est un moteur puissant de l'économie et du développement économique. Donc il faut un autre cap pour le gouvernement? Il nous semble, mais de toute façon l'exécutif maintenant a affirmé des choses et a fait son choix, mais nous sommes un certain nombre effectivement à dire que ces mesures, on va dire libérales, c'est un mot un peu facile, un peu valise, mais enfin ces mesures libérales, on le voit bien, ne marchent pas. Ne marchent pas. Vous n'étiez pas à La Rochelle. Je vous ai posé la question tout à l'heure si vous étiez un déçu de la présidence menée par François Hollande ces 2 dernières années. En tout cas, vous n'êtes pas allé à La Rochelle. Non, je ne suis pas allé à La Rochelle. Je suis resté chez moi. C'était pour marquer, à travailler, c'était pour à marquer votre désapprobation? Non. C'était pour signifier quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais envie de prendre un peu de recul, un peu de champ, et puis de prendre le temps de lire, de travailler. Voilà. Benoît Hamon qui va redevenir député. Vous conservez en tout cas votre poste de conseiller général dans le département des Yvelines. Mais que va apporter Benoît Hamon, cette 11e circonscription, mais aussi à la ville de Trappes où il siège en tant que conseiller municipal? C'est notre question du jour, tournée aujourd'hui à Trappes et à Élancourt. On aimerait bien qu'il veille sur les loyers et puis qu'il travaille. C'est ça qu'on attend de lui. Soit plus proche du citadin que de la région. En tant que parent d'élève, c'est que par lui, on puisse vraiment être écouté, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit réellement écouté lorsqu'on a des requêtes, donc pour les enfants, notamment avec la nouvelle loi. Il y a un peu plus de temps là pour le consacrer à nous, et on attend beaucoup d'actes et pas de paroles. Qu'il fasse bien son boulot comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est sa position. Avec son expérience actuelle, il a plus une vue générale sur le pays, sur l'avancement de la France. Et donc là, il peut apporter à Trappes toute cette richesse et cette expérience. Des actes, pas des paroles, c'est ce qu'attendent les habitants de cette circonscription, les habitants de Trappes aussi pour Benoît Hamon qui va redevenir député. Vous lui avez passé ce message-là? Est-ce que vous avez déjà commencé à échanger avec lui aussi pour parler des attentes dans cette circonscription? Nous allons nous rencontrer très, très prochainement. Moi, je voudrais d'abord dire que ça a été avoir été député pendant 2 ans, un immense honneur, une fierté. J'en sais gré d'abord aux Yvelinois qui ont voté pour Benoît Hamon et moi-même en dernière législative, mais également à Benoît Hamon de m'avoir proposé d'être son suppléant. Des actes, mais il y en a d'ores et déjà eu des actes au service de la circonscription. Moi, je rappelle qu'avec Guy Malandin, le maire de Trappes, on a travaillé et on a obtenu la décision, vous savez, très importante. Et Benoît Hamon, ministre, y avait pris toute sa part d'enfouissement de la Nationale 10. C'est un vieux dossier à Trappes. Auquel tient particulièrement le maire de Trappes, donc ça c'est très important. Il m'est arrivé d'intervenir dans l'hémicycle également en faveur de la Verrière, vous savez, tout l'aménagement
de la gare, du quartier de la gare, les bécanes, enfin, voilà, des choses ont déjà été faites et Benoît Hamon, avec son expérience, son poids politique, effectivement, apportera beaucoup. Mais vous voyez, ce qu'expriment tous nos concitoyens, là, dans ce qu'on a pu entendre, c'est vraiment, c'est pas moins d'État et moins de responsabilité, et moins de présence de la puissance publique, au contraire. Hein. Ce sont des politiques qui prennent leurs responsabilités, quoi. Hein. Ça me semble très important. En tout cas, ses opposants à Benoît Hamon le pensent fini, terminé pour le département. Valérie Pécresse, responsable UMP dans le département, député aussi. Puis Jean-Michel Fourgousse, ancien député de cette 11e circonscription, battu justement par votre tandem avec Benoît Hamon lors du dernier scrutin, nous livrent leurs sentiments. Dans la circonscription, si vous faites la somme des voix de son parti, une chute de 60% des voix. Bon. Ensuite, on l'a vu maintenant, même dans sa propre ville, c'est le Front National qui est arrivé en tête aux européennes. C'est pas le cas de ma ville, d'ailleurs, en passage. Hein. Bon, c'est pas la peine de se battre contre le Front National, puis de se retrouver. Bon, ensuite, il a perdu la Casquie, il a perdu Bois-Narcy, donc il n'a plus de circonscription. Donc aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs Esnol, je crois que le sénateur Esnol des Yvelines, socialiste, qui dit que M. Hamon a perdu toute influence dans le département. Je veux dire qu'il a voilà. Donc voilà un peu aujourd'hui. En plus, c'est le seul ministre sous la Ve République qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant 4 mois pendant la période des vacances scolaires. Je n'ai pas eu l'impression que le fait que Benoît Hamon soit ministre ait apporté quoi que ce soit de positif, spécialement au plan local, mais je peux évidemment, de ce point de vue, me tromper et ignorer certains de ses hauts faits. Il va devoir faire des choix effectivement en matière de mandat et il faudra qu'il choisisse entre effectivement la région et la Casquie, puisqu'il ne pourra pas cumuler tous ses mandats. Donc ce sera un choix politique important pour lui, j'imagine. À votre avis, la Casquie, la région, vous savez déjà pour Benoît Hamon, pour répondre à Valérie Pécresse? Non, mais moi, vous savez, je ne fais pas de la politique comme ça. Je ne veux pas polémiquer avec ces élus de l'UMP qui, évidemment, ont fait des merveilles jusqu'à il y a 2 ans alors qu'ils étaient aux responsabilités. Moi, je constate que l'ancien député a été battu à plusieurs reprises au poste de députation. Il est à chaque fois revenu, ce qui me permet d'ailleurs d'indiquer qu'alors que j'étais député, j'ai fait partie d'un groupe qui a proposé l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Quand on fait 3 mandats de maire ou de député ou d'élu, peu importe, c'est déjà très très bien. Il faut savoir renouveler également les élus. Donc c'est un message qui s'adresse, j'imagine, à Jean-Michel Fourgousse, qui ne se représente pas éventuellement pour 2017, c'est votre souhait. Sans problème. Autre sujet, l'université d'été, non pas celle du PS dont nous venons de parler tout à l'heure, mais celle du MEDEF, c'était la semaine dernière dans les Yvelines à Jouy-en-Josas. Manuel Valls, Premier ministre, était invité. Son intervention a été très remarquée par les chefs d'entreprise. Catherine Zulato, Anthony Reich ont recueilli leurs impressions à l'issue d'un discours marqué par cette dorénavant célèbre déclaration qu'il a prononcée « J'aime l'entreprise ». La France a besoin de vous. La France... Des applaudissements et même des chefs d'entreprise debout à l'issue du discours de Manuel Valls. À l'université d'été du MEDEF, le Premier ministre s'est fait ovationner. Une phrase aura retenu l'attention, « J'aime l'entreprise ». On est sans doute en train de voir un tournant où le gouvernement, ou plus exactement le chef de l'État qui a fait plein d'alliances pour arriver au pouvoir, est enfin débarrassé d'alliances purement doctrinales mais contre-productives pour la France. Et dans ces cas-là, à nous effectivement de savoir soutenir les actions si elles sont dans l'intérêt de la nation. Enfin, on est habitué aux discours politiques qui sont toujours rassurants et qui se veuillent poser, mais oui, non, c'est plutôt rassurant. C'est quand même assez surprenant d'avoir une standing ovation dans ce cadre-là. Oui. La Premier ministre de gauche, vous voulez dire ? Par exemple. Bon, une chose est sûre, c'est que notre pays a besoin d'instruments qui favorisent le fonctionnement des entreprises. Je pense en particulier aux chambres de commerce qui ont été récemment particulièrement chahutées. Nous espérons que ce discours et les faits qui devraient suivre permettront de rétablir, je dirais, un peu plus d'équilibre. Il en a fait énormément. Il en a fait énormément. Moi, je ne peux qu'être ravi d'entendre ça. Maintenant, je dirais toujours avec prudence des mots. Les mots sont le langage, le discours qu'on voulait entendre. Maintenant, des actes. Des actes, il faut les trouver du côté du pacte de responsabilité défendu depuis le mois de mars par le gouvernement. 40 milliards, ce n'est pas rien. Les engagements importants sont pris. Baisse du coût du travail, parce qu'il faut baisser le coût du travail, parce qu'il y a un problème du coût du travail dans notre pays. Suppression de la C3S. Baisse de l'impôt sur les sociétés,
Ces engagements seront mis en œuvre. C'est nécessaire. Nous avons applaudi au pacte de responsabilité. Nous avons applaudi au rapport Gallois, à la mise en place du CICE, à la simplification. Il y a toutes les mesures de simplification qu'il a aussi annoncées. Donc tout ça est rassurant parce que c'est du pragmatisme, c'est de la lucidité. De la lucidité, c'est également ce qu'a demandé Manuel Valls aux chefs d'entreprise en leur demandant d'accélérer leur adhésion au pacte de responsabilité. Pacte qui leur garantit des baisses de charges, une simplification administrative en échange d'embauche et de négociations entre branches professionnelles. Vous devez faire plus et plus vite, leur a dit clairement le Premier ministre. Depuis mars, c'est énorme. Ça représente 9 millions de salariés sur les 16 millions. Donc c'est énorme. Et en effet, je crois que nous montons une montagne progressivement. Avant l'escalade, le moment était à la détente. L'accord des entreprises-gouvernement semblait bien ancré à la fin de ce mois d'août sur le campus d'HEC. Jean-Philippe Mallet, invité de ce journal socialiste, lorsque vous entendez ce discours de Manuel Valls, lorsque vous voyez cette ovation aussi des chefs d'entreprise, vous vous dites quoi ? Je me dis que les entreprises sont indispensables pour produire de la richesse en France. Leurs marges ont profondément diminué. Ça ne date pas de la gauche, au passage. Leurs marges ont profondément diminué depuis des années. Ce n'est pas bien. Et donc, il y a un combat pour la compétitivité des entreprises à mener. C'est indiscutable. J'aime l'entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a d'autres mesures derrière. Il y a un symbole derrière cette phrase. Il y a aussi la nomination à Bercy d'un technocrate. Emmanuel Macron, par exemple, aussi. Il y a tout un ensemble de choses. Vous savez, il y a des entreprises dans lesquelles chefs d'entreprise et salariés sont épanouis, travaillent bien. Vous avez d'autres entreprises dans lesquelles les salariés et même les cadres, les responsables d'entreprise ne sont pas à l'aise, ou d'autres qui peuvent, je ne sais pas, employer au noir, ne pas respecter la loi. Enfin, j'aime l'entreprise, en soi, ça n'a pas de sens. Moi, je connais une réalité, si vous voulez, en tant que responsable politique. C'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise, une entreprise est faite du facteur capital et facteur travail. Et il faut du capital. Il faut des personnes qui investissent. C'est très important. Mais moi, je dis qu'il faut aussi le facteur travail. En tant que je suis un militant de gauche, je défends la valeur travail et les travailleurs. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est ce rapport de force qui doit créer une dynamique entre les deux. Mais j'aime l'entreprise. Quel est le sens de tout cela ? C'est comme si je vous disais, j'aime les journalistes, quoi. Vous disiez tout à l'heure vouloir prendre un peu de recul aussi ces derniers jours par rapport à la situation actuelle. Vous pourriez changer de formation politique, rejoindre un autre groupe ? Vous y avez pensé ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais la porte pour n'est pas l'instant, fermée. non. Il va y avoir une réflexion qui va se mettre en place, effectivement, au sein du Parti socialiste. Ce que l'on vit depuis quand même 2 ans, mais ça remonte à loin, peut-être à 2005, rappelez-vous, le référendum sur l'Europe. C'est que quand même, au sein du Parti socialiste, mais de la même façon au sein de l'UMP, vous avez des responsables qui pensent des choses radicalement différentes sur des sujets très importants. Alors, effectivement, peut-être que les clivages ne passent pas là où ils devraient passer. Donc il va y avoir une réflexion politique collective qui va être menée effectivement au sein de la gauche. Ce qui vous concerne aussi personnellement. Bien sûr. Jean-Philippe Mallet, député suppléant de la 11e circonscription des Yvelines, invité du journal ce soir. Vous êtes également conseiller général des Yvelines. L'interview qui va suivre, on va changer de sujet, va forcément vous intéresser. Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, a estimé qu'il ne croyait pas en la disparition des conseils généraux, alors que, vous le savez sans doute, cette disparition était annoncée pour l'horizon 2020. De quoi ravir le président de l'institution yvelinoise, Pierre Bédier, que l'on écoute au micro de Catherine Zulato. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Je n'ai jamais cru que les départements disparaîtraient. J'ai essayé de faire de la pédagogie pour expliquer, parce que je trouve ça très dangereux et très inconscient de la part du gouvernement, que d'avoir fait croire que les élus, ça sert à rien et que ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qui plombe aujourd'hui les départements ? Tous les départements, nous sommes en situation financière périlleuse. Ce n'est pas nos dépenses d'administration. Ce sont les dépenses sociales qu'on nous fait faire. Le gouvernement, matin, midi et soir, invente de nouvelles dépenses sociales. Parce qu'il faut dire que le département finance notamment le RSA, RSA, l'aide aux personnes âgées handicapées. Est-ce que la France a encore les moyens de se payer un système de protection sociale hérité du siècle passé
et qui ne correspond plus à nos recettes. C'est très dangereux ce qu'ont voulu faire les socialistes, et heureusement qu'ils ne vont pas y arriver, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans élus proches. Autrement, on sombre dans autre chose. Cette autre chose, je ne sais même pas ce que c'est, je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Et c'est très très dangereux. On ne traversera pas la crise politique que traverse ce pays, on ne la traversera pas, cette crise, si on s'en prend aux élus. En tant que conseiller général, vous partagez cet avis ? Il ne faut pas toucher au département ? Non, aucune réflexion ne doit être interdite. Finalement, la vraie question, c'est comment rend-on le meilleur service public au meilleur coût aux Français. Mais de cette réflexion, vous en êtes où ? Plutôt favorable à une suppression ? Écoutez, ça a l'air de se dégager. Les décisions ne sont pas prises par l'exécutif. C'est effectivement dans les parties rurales, le Conseil général a un rôle important. En tous les cas, le Conseil général a un rôle de coordination du travail des maires ruraux. Dans les parties urbaines, c'est plus contestable. Et les conseils généraux ont certainement moins de visibilité. Pour l'instant, dans les textes qui concernent cette réforme territoriale, les textes qui vont être présentés prochainement dans les prochains mois, aucun ne fait état de la disparition des conseils généraux, quel que soit le département, rural par rural. Mais il y a d'autres points très importants avec lesquels je suis d'accord. Par exemple, la suppression de la clause de compétence générale pour les collectivités territoriales. Il y a un point sur lequel je serai vigilant, c'est qu'il avait été évoqué éventuellement la possibilité de donner une partie du pouvoir réglementaire aux régions. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je suis partisan de l'unité de la République. Je pense que de Dunkerque à Bayonne, avec certes des petits aménagements, mais quand même, la loi doit s'appliquer de la même façon à tout le monde. Sinon, ce seront des disparités entre les territoires les plus riches et les plus pauvres. Et ça, je ne le veux pas. Jean-Philippe Mallet, merci d'être venu ce soir sur le plateau. Conseiller général des Yvelines socialistes, également député, en tout cas jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est ensuite Benoît Hamon qui retrouvera ce poste. Merci à vous. Merci. Le journal se poursuit aujourd'hui, lundi, veille de rentrée scolaire. Nous avons suivi Emmanuelle. C'est une jeune professeure des écoles stagiaires à Montigny-le-Bretonneux. Demain, elle aura pour la première fois des élèves devant elle. Comment se prépare-t-elle ? Un reportage de Claire Cambier et d'Élodie Moine. Et là, j'ai mis des choses en plus. Et toi, tu trouveras du matériel en plus en haut de la bibliothèque et en bas du placard. D'accord. Préparation du matériel, organisation de la classe. Pour les professeurs des écoles, la rentrée scolaire a déjà commencé. Emmanuelle Delorge est la nouvelle recrue dans cette équipe de l'école Marie-Noël à Montigny. Fraîchement diplômée, elle entame à 23 ans sa carrière d'institutrice et le stress commence à monter. Ça commence à être concret, donc l'angoisse commence un petit peu à monter, mais bon, ça, on m'a bien tout expliqué. J'ai un petit peu rencontré le reste de l'équipe, donc je pense que ça ira. Ce matin, c'est plutôt rangement. Puis c'est plutôt cet après-midi qu'on fera une réunion pour tout mettre en place. La jeune institutrice aura cette année une classe de CM2, dernier niveau avant d'intégrer le collège, un sacré enjeu. Mais elle peut compter sur l'appui de la directrice avec qui elle partagera les heures d'enseignement. C'est sa classe, autant que la mienne. Et on travaillera, moi je serai là pour l'aider. Elle a de la chance, c'est que pendant le temps où je suis en décharge, je suis dans l'école, donc toujours à sa disposition. Et puis on a Internet qui fonctionne très bien aujourd'hui. En attendant de démarrer ce mi-temps, Emmanuelle se prépare à accueillir ses nouveaux élèves. Il faut que je réécrive les prénoms de cette année. Comme elle, près de 550 professeurs stagiaires rejoignent les Yvelines cette année. Pour les préparer et les informer, des journées d'accueil ont été organisées cet été, comme ici à Villepreux. Pour Emmanuelle, c'était l'occasion d'en savoir plus sur sa formation, car la moitié de la semaine, elle retournera sur les bancs de l'école, à l'école supérieure de professorat de l'éducation. De quoi se perfectionner. Il y aura aussi l'analyse des pratiques, ce sera pour nous, histoire de dire un petit peu, de parler un petit peu de notre expérience, comment ça se passe sur notre lieu de travail. Et sinon, c'est plutôt des cours de didactique, donc nous apprendre à être professeurs, comment faire une séquence, ce genre de choses. Un an de transition, mi-étudiante, mi-professeur. Qui dit rentrée des classes dit forcément achat de fournitures et les prix sont encore en augmentation cette année. Selon l'association Famille de France, exemple pour un enfant entrant en 6e, il faut débourser en moyenne 189 €, une hausse de 2,17% par rapport à 2013. Autre enseignement de cette étude, la hausse des prix est cependant moins forte dans les supermarchés que dans les hypermarchés ou encore les magasins spécialisés. Les clients y surveillent donc tout particulièrement les bonnes affaires et ce, dès le mois de juillet. Écoutez le responsable de ce magasin, c'est à la Verrière. Le consommateur aime bien prendre son temps pour choisir et il n'aime pas être bousculé. Et on leur conseille de faire leurs achats au fur et à mesure. On leur présente les essentiels, ils vont là-dessus et puis après ils vont ajuster en fonction des demandes des écoles et
suivant les besoins des enfants. Un mot de sport à présent, de nautisme. Le Versaillais Thomas Barouk est devenu vice-champion du monde de 200 barreurs, poids léger, assisté du Lyonnais Augustin Moutarde. C'est le meilleur résultat du représentant yvelinois dans une telle compétition, lui qui défend les couleurs du cercle nautique de Versailles. Nous l'avions suivi sur ces images, c'était l'an dernier après son passage notamment aux Jeux Olympiques de Londres. 7-8, le journal qui revient demain mardi en direct à 18h pour une nouvelle édition. Le replay, les rediffusions, c'est bien sûr sur notre site internet pour les reportages et pour tous les interviews. Excellente soirée et très bonne rentrée sur notre antenne.